Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Dieu, Carpe et Aspirateur. Ohio la famille! Aujourd'hui, j'ai la chance et la fierté de vous proposer un épisode exceptionnel d'Animédia, puisque à l'occasion de la sortie ce mercredi 25 juin d'Amélie et la métaphysique des tubes, j'ai eu la chance d'interviewer les deux réalisateurs du film, Maëlys Valade et Liancho Han. On a pu discuter pendant une vingtaine de minutes et l'interview va être le cœur de l'épisode. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs épisodes spéciaux comme ça à vous proposer durant l'été qui seront diffusés au fil des semaines que j'ai pu tourner notamment à Annecy où j'ai rencontré notamment plusieurs réalisateurs de films en compétition. Donc, il y aura du contenu des épisodes sur Animédia pendant l'été, soyez-en sûrs. Un petit rappel quand même de la structure si jamais c'est votre premier épisode d'Animédia. Il y aura donc l'interview de Maëlys Valade et Liancho Han et puis je reviendrai pour les deux dernières parties qui font un épisode d'Animédia, à savoir c'est pour qui Amélie et la métaphysique des tubes, et puis on lui décernera enfin une note pour le reclasser dans le grand classement Letterboxd d'Animédia. J'ai fait en sorte tout au long de la discussion qu'il n'y ait pas de spoil, ou en tout cas pas de spoil majeur, mais bon, vous connaissez un petit peu la formule, c'est quand même plus sympa d'écouter des réalisateurs parler d'un film que l'on a déjà vu, donc voilà, un petit conseil, foncez voir le film en salle, d'autant que c'est tout ce que je vous recommande, vraiment. Allez profiter de ça et puis revenez ensuite écouter le podcast. Ah oui, et puis si vous voulez un petit brief rapide sur le film, je vous renvoie vers mon épisode 5 tourné durant le festival d'Annecy. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on part vers ce pays merveilleux qu'est le Japon. Au commencement, il n'y avait rien, à part un tube. Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Et le miracle eut lieu. C'est ainsi que je suis née, par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c'était moi. Ouvre-toi. Ouvrez-vous toutes. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. Amélie vient de dire son premier mot. C'est super, c'est quoi? Aspirateur. Maëlys Valade et Liancho Han, bonjour. Bonjour. Vous êtes les réalisateurs d'Amélie et la métaphysique des tubes qui sort le mercredi 25 juin. Racontez-nous, c'est une adaptation de Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Comment s'est faite, comment est né le projet? Est-ce que vous connaissiez le livre? Comment s'est faite la rencontre avec le livre? Bien, c'est mon camarade Liancho Han qui avait lu ce livre quand il était plus jeune, mais je vais le laisser parler. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je l'ai lu quand j'avais 19 ans. Okay. Je commençais à peine mes études en animation. Et je n'étais pas un féru de littérature. Hein. J'étais plus culture pop, animation japonaise, jeux vidéo, etc. Quoi. Et effectivement, quand j'ai lu Métaphysique des tubes, j'ai rien compris à tout ce qui est référence philosophique, etc. Quoi. Mais l'histoire de cette petite fille de 2 ans et demi qui se prend pour Dieu à travers le Japon, sa relation avec Nishio-san, forcément, c'était extrêmement touchant, quoi. Et donc, forcément, est né là le fantasme impossible de l'adapter, quoi. Mais ensuite, des années ont passé. Et beaucoup d'années, j'ai rencontré effectivement Maëlys pendant la production du film Le Petit Prince, même si on se connaissait avant. On a fait l'école des Gobelins ensemble. On ne se connaissait pas trop à l'école des Mais Gobelins. pas trop, ouais, pas trop. Mais on a été recrutés sur Le Petit Prince pour notre premier poste de storyboarder. Et en fait, on a commencé à vraiment créer une famille artistique juste après Le Petit Prince, d'ailleurs, où on a commencé à comprendre nos sensibilités. Là, il y a Rémi Chaillet qui m'a appelé pour travailler sur son film Tout en haut du monde. Et donc, très vite, je lui parle de Liancho, parce qu'on cherchait à faire un trio de storyboard à ce moment-là. Et donc, Liancho nous a rejoints. Et là, on a commencé à créer ce qu'on appelle notre famille artistique, en fait, qui a été déterminante là, pour le projet d'Amélie et la métaphysique des tubes. Et ainsi que aussi notre directeur artistique et co-auteur scénario Edine Noël, qui dirigeait les décors aussi sur le film de Rémi, Calamity, et qui était aussi présent sur Tout en haut du monde, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas que, il y a aussi tous nos co-auteurs graphiques qui
qui font partie de cette famille-là, et on est en tout 6. Justine Thibault et Simon Dumonceau à la couleur, Marion Roussel au personnage avec nous, Mariette Arène, et puis nous deux. Absolument. Donc voilà, fort de ce travail, et puis avec notre sensibilité commune, avec Liane Cho aussi, qu'on a vraiment étayé un travail en émulation depuis des années, tous les deux. Enfin, vraiment, on prenait souvent les scènes ensemble et on les travaillait, on les retravaillait avec les arcs narratifs même, enfin beaucoup de choses. On est très intéressés par ça et on a vraiment beaucoup travaillé ça ensemble. Donc ça a vraiment fait que ce récit-là de Métaphysique des tubes, Liane Cho, quand on était sur Calamity, il avait envie qu'on l'adapte et il m'a acheté le livre. Il était hyper enthousiaste. Et en fait, on était vraiment sur cette rampe créative de lancement. En fait, on était prêts à faire un film, je pense, parce que voilà, ça faisait des années qu'on travaillait ensemble, et aux côtés de Rémi, évidemment. Et avec cette méthode de travail qu'on a tous étayée ensemble au fil des ans, qui pouvait nous permettre aussi, en récupérant aussi cette méthode de travail à la manière de studio japonais, on va dire, parce que c'est vraiment, voilà, on a une manière de faire les personnages ou machin. Et en fait, c'est ce qui allait nous donner les clés et la faisabilité d'un projet de cette envergure. Parce que ce qui nous intéresse beaucoup avec Liane Cho, c'est toujours le fond plus que la forme et le travail autour des personnages. Et vraiment, là, c'est l'histoire de cette petite fille avec toutes ces questions philosophiques profondes, existentielles. C'est ce qui nous a le plus happé tous les deux. C'est ce qui fait appel à ce qu'on aime faire le plus en mise en scène. C'est vraiment, voilà, être proche de nos personnages. Et il y a aussi quand même eu un petit élément déclencheur, hein. C'est-à-dire que Maëlys a 3 enfants, donc, dont 2 jumelles, et moi j'ai mon fils qui a maintenant 7 ans et demi, et on s'est rendu compte à ce moment-là que, en fait, non, il n'y a pas que Amélie qui se prend pour Dieu. Tous les enfants se prennent pour des dieux en réalité, quoi. Hein. Et oui, ils se prennent tous pour des dieux, mais Amélie est particulièrement singulière. Donc c'est ce qui nous a intéressés dans ce bouquin aussi, c'est qu'elle a un rapport à l'existence et à la finitude et à la mort et à plein de choses dans le livre qui sont plutôt macabres parfois. Nous retrouve assez peu dans l'adaptation justement. Exactement. Dans le film. Mais après, on a quand même essayé de garder cette singularité, mais et il a fallu quand même adapter le film. Nous, on le voyait plutôt adulte à la base, mais on savait qu'on ne trouverait pas de public en étant que adulte et il allait falloir faire ce jeu d'équilibriste intégral d'arriver à le tendre à enfants, voire jeunes enfants, tout en restant aussi cible adulte et enfant, en fait, intergénérationnel. Donc c'est vraiment la cible la plus compliquée à étayer, à atteindre, et ça nous a valu une écriture de plusieurs années très très longue, en fait. Justement, vous parliez de fantasmes impossibles, ça fait partie de ces nombreux on nous a dit que c'était inadaptable. Voilà, c'était inadaptable. Comment vous êtes pris? C'était quoi la méthode justement pour adapter l'inadaptable? Alors, du coup, voilà, travail d'écriture et de réécriture pendant de nombreuses années, parfois où on s'est cassé les dents sur certains sujets. Et le plus gros enjeu, c'était d'arriver à traduire en images des descriptions hyper longues et métaphoriques, très littéraires d'Amélie Nothomb, avec des fulgurances, un recul philosophique. Et donc, il y avait 2 choses qui se dessinaient dans son récit. C'était vraiment cette voix narrative, elle qui raconte, mais qui adopte 3 postures, elle, dans son bouquin. Donc, nous, il a fallu trouver comment on allait faire. Est-ce qu'on allait faire ou pas une voix off ? Et en fait, très vite, c'était évidemment oui. Et en fait, c'est ce qui nous a permis de structurer le récit dans son intégralité. Absolument. Et de choisir d'où elle nous parle. Et donc, ça a été aussi un des gros enjeux sur la production en général, parce que c'est le plus gros cataclysme, on va dire. On a l'impression que c'est rien comme ça, mais en fait, ça détermine tous les choix narratifs qu'il peut y avoir, même la structure du récit entier. Donc, avec nos producteurs, ils voyaient plus une voix enfant, nous, on voyait plus une voix adulte, qui relate, et pour finalement, et eux, c'était plus une voix présente. Et nous, on a constaté que voilà, il fallait que ce soit un petit conte philosophique à hauteur d'enfant, et donc que ce soit une voix de conteuse qui a un recul. Totalement. Donc qui parle là de la fin du film. On a fait ce choix-là finalement pour la faire courte, mais de cette Amélie qui a grandi, qui a quasiment 4 ans, voire 4 ans, et qui relate ce qu'elle vient de vivre depuis ses années de naissance. Oui, parce que le grand défi, effectivement, c'est qu'on puisse s'adresser à tous les publics, notamment aux enfants, car Amélie Nothomb ne crie pas pour les enfants, en fait. Hein. Mais bien sûr, ça a déchaîné les passions, parce que nous avons tous une interprétation différente de ce que peuvent comprendre les enfants. Et avec Maëlys, nous voulions vraiment, à tout prix, garder cette plume littéraire
littéraire, cette plume d'Amélie Nothomb, cet humour caustique, fulgurante, lyrique, etc. quoi. Et on croit toujours que les enfants ne comprennent pas certains mots parce que trop compliqués, etc. Alors qu'en fait, ils comprennent tellement de choses, juste qu'ils les comprennent d'une manière différente. Alors bien sûr, il y avait cette voix off qui relate, qui compte, avec l'image, le décalage entre voilà ce que raconte cette voix et ce qu'on voit, etc. Mais ils comprennent des choses que d'une manière différente, dans un certain angle, tandis que l'adulte, lui, le comprend dans un autre, quoi. Et effectivement, c'était la grosse volonté que nous avions avec Maëlys, c'est de faire un film, voilà, intergénérationnel, quoi, à différents niveaux. Et donc, à la suite de ça, en tout cas, il a fallu aussi... le livre, c'est un tout petit livre, mais extrêmement chroniqué et bourré. En fait, il a beau être très petit, mais bourré de plein de thématiques et de choses. Enfin, il allait falloir déblayer aussi qu'est-ce qui allait être important pour nous ou pas dans une adaptation cinématographique. Il ne fallait pas qu'elle soit non plus hyper complexe, parce qu'après, ça allait devenir imbuvable. Donc, très vite, l'axe narratif, on a très bien compris que c'était Amélie et Nishio-san, et ce travail autour du deuil en général, donc de la perte, un passage d'étape, ou bien même de la mort elle-même et du rapport à la guerre. Enfin, il y a des sujets très lourds dans le film qui sont traversés. Donc nous, il fallait aussi qu'on arrive à montrer cette euphorie de la petite enfance, cette perception qu'a Amélie. Et donc, on a installé cette grammaire cinématographique qui est à hauteur d'enfant, quoi. Tout un travail autour de son regard et des choses qu'elle va voir à sa hauteur et flâner d'un objet à un autre aussi au gré de ce qu'elle peut penser ou ressentir à l'instant présent. Et donc, on a fait, en gros, quand on a fait une dernière passe de grosse réécriture, on a fait un immense mur de post-it où ça a été un Tetris. On a pris des événements, qu'est-ce qui pouvait aller ou pas. Et pareil, on cherchait des images fortes de l'iconographie japonaise pour accompagner notre récit, parce qu'il fallait vraiment traduire en images sensorielles et iconographiques ce récit qui est très très littéraire. Donc finalement transformer entièrement ce qu'est le livre en autre chose. Donc on a cherché tous les éléments qui pouvaient nous correspondre dans l'iconographie japonaise, tout ce qui tournait autour de la mort souvent, ou des dieux. D'ailleurs, le yokai, Otoroshi, un truc avec les dieux. Et puis de choisir le temple aussi, un temple shintoïste ou bouddhiste, des petites références avec statue Jizo aussi qui représente les enfants morts nés, je crois, ou morts jeunes. Enfin, il y a tout un tas un panel de choses qui ont été développées pour accompagner ces thématiques qui sont fortes et parfois sombres. Donc l'une d'entre elles qui est donc la fête des morts au Bonn, avec les lanternes, où on a eu qui n'est pas dans le livre justement, et on a eu une grosse chance parce que nous cherchions à l'époque de la réécriture avec Edine et Maëlys un événement pour illustrer effectivement ce moment-là, quoi. Et nous avons trouvé sur internet au Bonn, qui se situe en plus en août. En été, c'était parfait, quoi, par rapport à la chronologie narrative de ce film. Donc c'était vraiment avec beaucoup de chance. Et donc peut-être pour finir ce truc de réécriture, il y a un truc qui a été donc hyper important, c'est qu'en fait on a fait 50 séquences, 49, et en fait c'est pas des séquences normales, parce que je pense qu'en vrai on avait 70 séquences ou 60. Mais nous avons fait 49 séquences. C'était un vrai choix sciemment pris, en fait, parce qu'on voulait les découper comme des petits films, en fait, chacun avec leur symbolique propre, avec leur musique propre, et afin de pouvoir aussi dilater le temps dans chacune de ces parties. Donc il y a eu un vrai travail aussi sur le rythme et au montage et à toutes les étapes qui ont suivi, en tout cas pour dilater le temps de chacune de ces séquences, que vraiment pour élaborer cette nostalgie qu'on peut ressentir instantanément et tendre l'émotion aussi à travers les séquences. Tout ça a été... Globalement, il y a eu un vrai gros travail jusqu'au boutiste, on va dire, de comment penser aussi l'écriture symboliquement, même au niveau du scénario, de la structure du scénario, pour que pour nous ce soit très synthétique et qu'on puisse viser juste dès qu'on allait passer à la fabrication, que ce soit que tout le monde puisse en emparer, tout le monde comprenne et qu'on ne se trompe pas, quoi. Vous avez parlé pas mal des thématiques effectivement autour du deuil, de la mort. Il y a forcément le pendant inverse qui est justement
le souffle de vie. Absolument. Et c'est-à-dire, et moi, il y a la scène que je préfère, la scène que j'adore dans le film, c'est celle où elle découvre le printemps avec cette impression que c'est elle qui insuffle la vie, qui fait lever le soleil, qui fait pousser les fleurs, et de la même manière que, et c'est ce qui est dit aussi dans le film, elle donne vie aux personnes de son entourage en les nommant. Oui. Il y a justement, c'est forcément aussi une thématique forte du film, Oui. l'idée de l'éveil à la vie. Oui. Et bien Totalement. sûr, alors ça, c'est, on va dire, de toute manière, le point de départ du film. Ouais. Amélie s'éveille à la vie grâce à ce fameux chocolat blanc. C'est quand même le premier des plaisirs. Et on la comprend. Voilà. Et en fait, à partir de là, elle est en toute puissance. Elle découvre son corps, elle découvre la joie. Et d'ailleurs, voilà, le choix des couleurs, tout ça procède de cette perception d'Amélie, de son regard à ce moment-là, où tout est explosif, il n'y a pas de limite en fait à sa perception. Elle peut tout vivre, elle peut tout comprendre, voir, enfin, en tout cas croire, comprendre, parce qu'elle idéalise les choses. On exprime un idéal à l'image à ce moment-là, jusqu'au moment où, à travers, les couleurs expriment les saisons qui passent, etc. Et au moment de la prise de conscience à la réalité, perte de repère à la fin, où là, on va ternir un peu plus les images, tomber dans des trucs un peu plus sombres, etc. Mais voilà, tout ça procède vraiment de cette perception d'Amélie et de son euphorie. Donc tout a été mis en exergue là-dedans. Enfin, je veux dire, même le rythme, le montage, et tout devait transpirer la vitalité de cette petite enfant et de la cadence d'une petite enfant de cet âge-là, en fait. Absolument. Parce que vous parliez de souffle de vie. En fait, dans l'œuvre originale, à la fin, la dernière phrase, c'est marqué « à la fin, il ne se passait plus rien ». Et en fait, tout à l'heure, on parlait de nos enfants avec Maëlys, nos enfants que nous avons respectivement, quoi, et qu'on a découvert qu'en fait, tous les enfants se prennent pour des dieux. En fait, il y a cette transition qu'on ne connaît pas beaucoup, cette transition entre la petite enfance et l'enfance, où l'enfant qui pense être au centre du monde, donc Dieu, découvre petit à petit, donc même fait le deuil en fait, que en fait non, il n'est pas Dieu et non, il n'est pas au centre du monde, il est parmi le monde en fait quoi. Mais c'est un deuil, mais qui finalement on perd quelque chose, mais pour gagner quelque chose d'autre, qui est l'ouverture au monde, le lien avec les autres, qui est une richesse, un souffle de vie quelque part vers le futur en quelque sorte quoi. Vous avez des souvenirs de votre petite enfance, des choses qui vous ont marqué, que vous avez gardées ou... En fait, en général, on a des flashs. Ouais. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, on a fait des sessions de brainstorm là, avec toute l'équipe pour retrouver des souvenirs de la petite enfance. Okay. Par exemple, les toupies, c'est vraiment un souvenir d'enfance de Simon Dumonceau, un de nos artistes color script, qui avait vécu ça, de découper ses petites toupies litchi et ce machin. Moi, je connaissais pas en fait, j'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, c'est parfait parce qu'il y a une toupie dans l'histoire d'Amélie. Oui. C'est pas une toupie litchi, mais là, son souvenir, et en plus, c'est vraiment propice. C'est des litchis, enfin, il y en a sur place. Machin, c'est idéal, c'est ça qu'il fallait. En plus, c'est deux toupies qui symbolisent du coup ce truc coupé en deux de Nishio-san et Amélie. Enfin, il y avait vraiment. Et oui, évidemment, nous, on a plein de souvenirs. Enfin, moi, ce qui est marrant, c'est que sur le film, je me suis souvenu que j'adorais sucer les gants de toilette, par exemple. En fait, on a essayé de se remémorer plein de petits flashs comme ça, mais c'est con. Mais tout ce qu'on va pouvoir toucher, gratter, vraiment la patouille, en fait. Le goût du sable qui craque sous la dent. C'est ça, c'est toutes ces petites choses. C'est vraiment moi, une de mes séquences préférées du film, c'est quand elle rentre en voiture de la plage. Et vraiment, je pense que ça, en tant qu'enfant, tous, on a toujours adoré ce moment-là, d'être porté, bercé par la voiture, dans l'obscurité, avec le coucher de soleil, et se laisser porter, quoi, par tout ça. De faire semblant de dormir le lâcher pour pouvoir prise. se laisser porter. Et c'est vraiment un lâcher prise. Dans le film, c'est le lâcher prise total, d'accepter qu'elle peut avoir une fin, et en même temps, non mais ça c'est et voilà. Donc le film c'est que ça, hein. C'est que des petits souvenirs de tous, des idées un peu de notre petite enfance. Et tout ça pour encourager les enfants à la vie en fait quoi. C'est-à-dire qu'on quitte peut-être un état divin, mais pour quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau, qui est la vie, qui est la vie avec. Ça nous fait réfléchir à notre propre enfance, mais c'est aussi en termes de niveau de lecture, on l'avait dit, c'est évidemment un film qui parle
aux parents Ouais. et aux parents que vous êtes devenus. Sans doute que le film n'existerait pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là si vous ne l'étiez pas. Il y a forcément ce rapport à la parentalité. Quand on voit ce film, on pose la question de est-ce que je suis plutôt le père, est-ce que je suis plutôt Nishio-san, comment je me situe par rapport à ça. Il y a une vraie réflexion sur la parentalité à travers ce film aussi. Totalement. Ah bah complètement, et évidemment il y a cette notion de responsabilité aussi. Il y a plein de gens qui nous disent mais surveillez cet enfant. Mais en fait c'est même pas toujours très simple, hein, parce qu'en fait il faut toujours laisser un peu la liberté. En même temps on est toujours très occupé, et là on n'a vraiment pas voulu montrer enfin c'est aussi un choix, hein, vraiment des parents qui ont leur propre vie, leur propre espace, et qui veulent aussi que leur enfant devienne autonome, et leur espace de liberté. Et c'est voilà, personne n'est parfait, les parents parfaits n'existent pas. Mais il ne faut pas du tout montrer comme irresponsable pour autant. Enfin, Il y en a qui disent ça. la séance de la plage peut-être. Elle n'avait pas de ceinture de sécurité dans la voiture non plus. Hein. Mais c'est d'époque. Ben voilà. C'est le parti pris un peu réaliste du film. Voilà. Vous êtes co-scénariste, co-réalisateur. Comment vous êtes partagé plutôt au niveau de la réalisation? Comment vous êtes partagé le travail? Quelles sont vos spécificités à l'un et à l'autre? Eh bien, alors, on a des spécificités communes, évidemment, mais du coup, on a dû se scinder, en tout cas par la force des choses, là, parce qu'on a dû, comme on a tellement réécrit, et il a fallu vraiment qu'on chacun soit dans un tunnel, en fait. Donc moi, je me suis occupée surtout de la narration, globalement, enfin voilà, au storyboard, et puis le montage, et même de la réécriture, enfin plein de trucs comme ça. Et Lian Chou était plus sur la partie fabrication, accompagner tout ce qui allait être la direction des personnages, tout ça, avec nos chefs d'équipe. Et après, on s'est rejoints en fin de... parce qu'il y avait beaucoup à faire, donc on a aussi contribué à l'animation, à recadrer, à faire. Et on a ces forces-là, on travaille beaucoup sur tous les plans, donc on a colmaté les choses partout où on pouvait, et on a jonglé, c'était organique en fait. Donc, mais voilà, en gros, nos rôles se sont faits comme ça. Vous l'avez dit, et on va terminer là-dessus, vous avez travaillé avec Rémi Chaillet sur ses précédents films, Calamity, Tout en haut du monde. Il y a une vraie filiation visuelle entre tous ces films-là. C'était une vraie volonté de garder cette patte artistique, et qu'est-ce qu'il y a eu comme éventuel changement pour trouver votre propre style ou votre patte, poser votre patte sur ce film? Eh bien oui, alors on est vraiment une famille depuis les films de Rémi. Il nous a vraiment mis à contribution à plein d'égards. D'ailleurs, on est devenus ses co-auteurs graphiques en fait dans les films, sur les films qu'il avait fait, enfin sur Calamity surtout. Et donc c'est quelque chose qu'on voulait. Nous, on voulait on s'attache plutôt au fond qu'à la forme. Donc on voulait pouvoir gagner du temps vraiment sur ce qui allait être fabrication, méthodologie, logiciel, rendu d'image. Après, nous, le rendu d'image, moi, ça fait des années depuis que je suis sortie d'école, enfin depuis que j'étais à l'école d'ailleurs, que je travaillais sans trait par exemple, donc c'est quelque chose que je connaissais très très bien. D'ailleurs Rémi à la base m'avait recruté sur Tout en haut du monde pour ça, parce que j'avais cette affinité graphique, donc c'est quelque chose qui ça coulait presque de source, en tout cas là en 2D, de travailler là-dessus. Et pour Lian Chou aussi, parce que Lian Chou il était directeur d'animation, et il a toujours travaillé avec ce processus. Nos équipes étaient hyper rodées en fait à l'exercice, donc déjà, d'une part, pour toutes ces raisons-là, il valait de soi que gagner du temps sur ça pour travailler sur le fond et aller encore plus loin sur notre identité du film, l'identité graphique du film. Nous, par rapport au film d'avant, par contre, on travaille beaucoup plus sur le sensoriel. Donc on a beaucoup plus de gros plans, beaucoup plus de rapport au regard. Le regard n'est pas du tout traité comme dans les films de Rémi. C'est beaucoup plus poussé au niveau cristallin, au niveau, enfin, tout dans les expressions, en tout cas, visage. Et plus de rondeur aussi, et puis et surtout d'apporter c'est flou, focus, out of focus, enfin d'avoir vraiment puis si tu veux ajouter quelque chose d'ailleurs là-dessus. Non, mais après c'est si en France, nous sommes riches de tous ces styles graphiques en fait, hein, mais à chaque fois il faut réinventer la roue. Donc c'est pas évident quoi. Alors que là, contrairement à des grands studios américains ou même japonais, hein, qui voilà, perpétuent un petit peu leur même méthode, on va dire quoi, avec les mêmes personnes, etc. quoi. Et effectivement, on a bénéficié beaucoup de ça depuis les films de Rémi, quoi, à optimiser notre méthode de fabrication pour se concentrer exclusivement sur ce qui est le plus important, quoi, c'est-à-dire l'émotion, la narration, etc., et toutes ces choses-là, quoi. Et effectivement, on a, comme dit Maïs, cette famille artistique qui nous connaissent
tellement en fait quoi. Et donc forcément une sorte de pas de facilité parce que ça a toujours été toujours dur en fait, hein, mais au moins qu'on puisse vraiment. Certaines étapes. C'est ça, bien sûr. Les décors sont pas traités de la même Totalement, manière. Sur les films de Rémi, on n'a pas exactement le même process parce que là on a vraiment affaire. Il évolue quoi. Quand même, à des peintres plein air, tu vois, qui travaillent à la gouache un petit peu, donc peinture mais en numérique. Mais c'est le même procédé et c'était pas tout à fait ça sur les films de Rémi. C'était pas la même manière de travailler. Il s'adapte selon le film qu'on fait, bien sûr, hein, mais avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler et qui vraiment, sont et vraiment... dans une économie. Forcément. Aussi bien visuellement que narrativement et qu'émotionnellement. C'est un film qui fonctionne à tout point de vue pour moi. Donc merci beaucoup. Merci et pour le vous. film et pour votre temps. Notre temps est imparti. Amélie, la métaphysique des tubes, c'est au cinéma dès maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Ame veut dire pluie en japonais. Ma chère Nisho-san, mon soleil. J'étais japonaise. Elle grandira et elle t'oubliera. Je l'aime, cette petite. Est-ce que c'était ça, la vie? Une grande bouche vorace qui ne retenait rien? Mais non, les souvenirs restent. Puisque ce qui m'a été donné me sera repris, je devais me souvenir. Je veux tout voir, tout sentir. Écrire passionnément chaque page de mon existence. Et oui, encore un grand merci à Maëlys Valade et à Liane Chohan pour leur temps, pour leurs réponses très fournies. Vraiment, on a parlé pendant 20 minutes, mais on aurait pu discuter pendant 20, 30, 40 minutes de plus. J'ai posé à peu près la moitié des questions que j'avais prévues, mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de l'exercice de ces Genket Press. On a quand même eu le temps de discuter un petit peu derrière et ça faisait partie des questions que je voulais lui poser, puisque j'avais vu sur une des vidéos qui sont disponibles d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Benchy. On a des petits carnets de production comme ça. Et à un moment, on voit un dessin préparatoire où on a une petite note où il y a marqué Terrence Malick, ce qui est un jeu de mots entre Amélie et Terrence Malick, le réalisateur de Tree of Life, La Ligne Rouge, Les Moissons du Ciel notamment. Et c'était une question que je voulais poser à Maëlys Valade et qui a confirmé que ça faisait bien partie de ses influences pour le film. Donc on aurait pu, comme je vous dis, discuter pendant des heures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suivrai leur prochain projet avec une très très grande attention. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va reprendre le cours d'un épisode d'Animédia en se posant la question rituelle, à savoir, c'est pour qui Amélie et la métaphysique des tubes? Donc on en a déjà un petit peu parlé avec Maëlys Valade et Liane Chohan. Le public est globalement assez large. C'était le but à la base du projet. Et je dirais quand même que côté public jeunesse, à mon avis, ça s'adresse plutôt à des jeunes autour de 7-8 ans que des 3 ans, qui est l'âge d'Amélie dans le film. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une voix off, il y a quand même des thématiques assez lourdes, assez profondes aussi, qui nécessitent quand même d'avoir un petit peu de bagage et un petit peu plus de connaissances, de réflexion, de pouvoir se poser justement ces questions-là autour de la vie, la mort, la famille, l'amitié, etc. Donc je pense que voilà, c'est un très bon film à montrer à partir de 7-8 ans. Pour le reste, c'est aussi un super film pour les parents, évidemment, qui sont la cible aussi de ce genre de film, parce que c'est eux qui emmènent les enfants au cinéma, et aussi parce qu'il y a un super discours sur la parentalité, comme je disais, et que les thématiques globales du film sont, elles, assez adultes. Encore une fois, on y revient, c'est le style global d'Amélie Nothomb, comme disait Maëlys Valade. Le bouquin, lui, il n'est pas du tout pour les enfants à la base, donc c'est normal aussi qu'on retrouve cette réflexion et ces thématiques-là dans le film. Et puis je dirais vraiment, au niveau graphique, moi c'est vraiment par là que le film m'a accroché en premier lieu. Je dirais, si vous êtes connaisseur et si vous avez aimé les films de Rémi Chaillet, dont on a parlé aussi, à savoir Tout en haut de ce monde et Calamity, il y a voilà comme ça une filiation artistique vraiment très très forte et vous pouvez complètement accrocher par ce biais-là et ensuite rentrer progressivement dans l'univers. Ça a été mon cas, c'est pour ça que je dis ça. Et puis sans forcément parler que de cinéma d'animation français, si vous êtes là encore connaisseur et que vous aimez le travail, je pense surtout d'Isao Takahata, si vous avez vu et aimé Le Conte de la Princesse Kaguya par exemple,
exemple, je trouve aussi qu'il y a une vraie filiation dans le dessin, dans certaines des thématiques, dans le personnage aussi principal. Donc voilà, ça va chercher plus loin, je pense, que juste le cinéma d'animation français, européen. Ça essaye d'être beaucoup plus universel, beaucoup plus inclusif que ça. Donc à l'arrivée, on pourrait presque dire, c'est pour qui, honnêtement, j'ai envie de le conseiller un peu à tout le monde parce que ça fait partie des films qui vont marquer cette année côté animation, c'est certain. Il a vraiment le potentiel pour laisser une très forte impression auprès du public. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas encore dit, mais le film a reçu justement le prix du public au Festival d'Annecy. Preuve déjà d'une certaine popularité et puis surtout d'un énorme capital sympathie. On en arrive à la note pour replacer Amélie et la métaphysique des tubes dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Letterboxd, je vous en remercie. Je vais essayer, je le fais déjà, de non seulement noter et rentrer dans mon agenda les films que je vois, mais aussi de ponctuer ça de petite review, voilà, que je poste directement sur Letterboxd et ensuite que je partage sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram, hein, tout est lié. J'essaye de faire de l'interconnexion comme ça, vous voyez, pour créer un espèce de réseau Animedia. Bref, combien est-ce qu'on met à Amélie et la métaphysique des tubes? Eh bien, je vais aller aussi haut que 4 sur 5, puisque voilà, c'est globalement un film qui m'a touché. Je m'épanche un petit peu plus de manière personnelle, je l'ai dit en introduction, dans mon épisode 5 consacré au Festival d'Annecy, puisque j'ai eu la chance de le voir là-bas. En point positif, globalement, pour résumer ma pensée en quelques points, moi, c'est vraiment artistiquement que le film m'a le plus époustouflé. J'adore ce style, sans traits, sans lignes tracées, mais avec des aplats de couleurs. Comme je disais, là encore, on a l'impression d'une toile qui est composée de taches d'aplats de peinture qui ensuite se composent presque de façon organique. Et justement, la nature et l'éveil au monde, la manière dont le paysage interagit avec les personnages est au cœur du film et la manière dont tout ça bouge et s'imbrique. Vraiment, quand j'ai dû illustrer mes posts sur les réseaux sociaux à partir d'images du film, je n'avais que l'embarras du choix et j'avais envie de tout choisir tellement chaque plan du film pourrait terminer en fond d'écran. C'est un film qui est splendide, un des plus beaux que j'ai vu depuis le début de l'année. C'est clair qu'il fera date à minima en 2025, mais je pense vraiment encore plus loin. Donc déjà, artistiquement, grosse qualité. Le film tient aussi en grande partie grâce au personnage d'Amélie, hein, qui est un personnage vraiment super incarné, très marquant. Là encore, ça fera partie, je pense, des personnages clés de l'année. La voix off joue pour beaucoup, mais je suis pas forcément toujours très fan des voix off. Et justement, elle s'efface progressivement après la première phase du film pour que le personnage, il évolue et il vive devant nos yeux sans qu'on ait forcément à entendre sa voix intérieure. Et elle a un vrai quelque chose, elle a un vrai tonus, elle a une vraie énergie, elle a une vraie personnalité, même pour une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans. Ensuite, il y a cette relation d'amitié hyper forte, vraiment cette synergie, cette symbiose entre les personnages qui vient de ce processus d'écriture, de réécriture à plusieurs mains, comme l'ont confié Maëlys Valade et Liane Chohan. Et vraiment là-dessus, chapeau pour le travail. Ça me donne envie presque d'aller lire le livre derrière pour me rendre compte plus en avant du travail qu'ils ont dû faire. Mais vraiment, ça fonctionne super bien. Les personnages, au-delà d'Amélie, sont aussi hyper incarnés. Au-delà de ça, il y a vraiment des idées de mise en scène brillantes où le film arrive à intégrer une part de fantastique. Encore une fois, j'y reviens, mais à cette scène de la découverte du printemps où c'est Amélie qui influe directement sur les éléments, sur son environnement. Ça fonctionne super bien, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Cette fameuse scène de time-lapse où elle est dans sa bulle, où les éléments bougent autour d'elle et elle grandit. Il y a vraiment des moments marquants et qui ne tiennent pas juste grâce au visuel, mais également avec ses idées de mise en scène. Il y a des moments qui font vraiment penser à du Miyazaki. Je sais que ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais quand on a vu Le Garçon et le Héron et qu'on voit la scène avec les carpes, il y a forcément des filiations quand même. Les films ont été faits en même temps, mais c'est dire qu'il y a aussi cette recherche esthétique de comment mettre en scène telle idée, tel moment du film. Et encore une fois, ça participe à la réussite globale. Et puis, c'est par ces thématiques universelles qui parlent à petits et grands. Je sais que normalement, quand on dit qu'un film parle un petit peu à tout le monde, c'est qu'il parle à personne. Non, là vraiment, il y a le caractère universel du sujet, la vie, la mort, l'amitié, l'enfance, la parentalité, et tout ça à hauteur d'enfant.
enfant, en plus avec une réflexion qui vraiment évolue. Et ce rapport justement à la petite enfance, cet éveil, encore une fois, au monde, je ne sais pas si on l'avait déjà vu aussi bien raconté, aussi bien mis en scène dans un film. Donc vraiment, chapeau encore une fois, à tous les points de vue, ou presque c'est réussi, puisque je vais vraiment, histoire de contrebalancer légèrement, expliquer pourquoi je mets pas 4,5, 5, voilà, donner des petits points négatifs, mais qui sont plus de l'ordre de mon ressenti personnel pour le coup. J'ai eu un petit peu de mal, comme je le disais à Annecy, à rentrer dans le film, dans le sens où ça tient pas mal justement à cette voix off, cette écriture, à la Amélie Nothomb, donc notamment il fallait quand même conserver une part de ce style qui lui est propre et qui est assez spécifique, hein, comme je disais justement dans cet épisode. Moi j'ai lu qu'un seul livre d'elle, c'est Stupeur et Tremblement, et ça remonte je crois au collège, donc il y a plus de 20 ans, il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, je suis pas forcément familier de ce style-là. Il faut rentrer dedans. Moi, ça m'a mis une première distance qui s'est très vite évaporée, hein, mais qui je pense qu'a fait que je n'ai pas forcément été autant investi émotionnellement dans le film. Voilà, il m'a fallu encore une fois ce petit temps de recul, mais c'est vraiment histoire de pinailler, c'est rien de trop méchant. Et puis voilà, comme disait aussi Maëlys, il y a un peu le côté enfant un peu trop intelligent, un peu trop indépendant pour son âge. Encore une fois, voilà, ça crée une toute petite barrière. Par moment, ça me faisait questionner un petit peu son comportement, le comportement de ses parents aussi. Voilà, où je sortais un petit peu du film pour être un petit peu sur des choses plus terre à terre. Mais là encore, c'était par moment, et ça ne remet en rien en cause le ressenti global que j'ai eu autour de ce film qui, voilà, encore une fois, est une franche réussite et qui, je pense, sera clairement à noter sur cette année 2025. Est-ce qu'il sera dans mon top de fin d'année ? Eh bien ça, on va attendre encore un petit peu pour le savoir. Pour le replacer donc dans le grand classement Letterboxd d'Animedia, ça le met pour moi derrière Calamity de Rémi Chaillet, qui était sorti dans cette période du confinement, hein, qui avait été un petit peu compliqué dans le sens où il n'a pas eu le succès ni la distribution qu'il aurait mérité. Mais je crois qu'à l'heure où je tourne, à l'heure où sera diffusé ce podcast, Calamity est disponible gratuitement sur France.tv. Je pense que je vous mettrai même le lien en description pour vous dire d'aller jeter un œil à ça. C'est vraiment un immanquable. Ça met aussi Amélie et la métaphysique des tubes au même niveau que Toto-chan, que j'avais vu à Annecy, mais de l'an dernier pour le coup, qui est sorti en tout début d'année 2025. Et il me fait beaucoup penser esthétiquement, quand bien même l'un est plus sur des aplats de couleurs et l'autre plus de l'aquarelle, mais il y a une espèce d'ambiance globale, un petit cocon, un petit peu récit de vie, tranche de vie, qui me fait énormément penser à Toto-chan. Et puis je trouve que les deux personnages sont pas si éloignés finalement. Deux petites filles au caractère bien trempé. Et puis je le mets aussi devant Ma vie de courgette, qui n'a pas forcément beaucoup de rapport là encore esthétique, mais histoire de le relier à un film d'animation français de ces dernières années, qui avait eu aussi son beau petit parcours et en festival et ensuite durant la période des remises de prix. On en arrive presque à la fin de cet épisode d'Animedia, puisque avant de vous quitter, un petit point reco, une fois n'est pas coutume. C'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, mais là j'avais envie de vous parler de K-Pop Demon Hunters, et oui, pourquoi pas, qui est sorti le 20 juin sur Netflix. Donc je leur dis, K-Pop Demon Hunters, tout est dans le titre, hein. C'est des chanteuses de K-pop le jour et qui sont chasseuses de démons la nuit. Sur le concept, on est quand même pas très très loin des Totally Spies ou de Signé Cat Size, si vous voulez. Et quand on sait ça, eh bien ça répond parfaitement au cahier des charges. Les chansons, les chorés sont super catchy, les personnages sont attachants. C'est en plus de ça une production Sony Animation, donc ça le fait vraiment visuellement. On n'est pas au niveau non plus, bien sûr, d'un Spider-Verse ou d'un Mitchell contre les machines, parce que ça est un vrai produit de plateforme. Là, en l'occurrence, il n'y a pas non plus le même budget, mais il y a un vrai savoir-faire, il y a un style même un petit peu Sony Animation qui commence à se créer un peu. Là, j'ai vraiment trouvé des ponts entre ce K-Pop Demon Hunters et les Mitchell, notamment au niveau des expressions des personnages, et puis voilà des petits détails comme ça qui m'ont vraiment fait penser aux Mitchell. Et croyez-moi, c'est un compliment, hein. Allez voir dans le classement Letterboxd où se trouvent les Mitchell, mais il est très très haut. Alors après, ça manque, je trouve, quand même un poil de folie dans les clips et dans les scènes de combat. Alors là, encore une fois, c'est très correctement mis en scène, mais quand on voit ce que peuvent faire justement de vrais groupes de K-pop, quand on voit ce que peut faire notamment un Fortiche dans un clip pour League of Legends, alors certes là encore on est sur un long métrage, c'est pas les mêmes budgets, etc., mais il manque des petites choses. Pour moi, le bestiaire aussi est un peu limité, un peu mouif, un peu générique, et puis l'histoire globale est quand même super convenue, super sur des rails. On va avoir le gentil groupe de K-pop contre le méchant groupe, la leader contre
le leader, mais est-ce qu'ils vont pas quand même se mettre à créer un petit peu des liens? Est-ce que peut-être elle va pas réussir à le retourner pour qu'ils se liguent ensemble contre le grand méchant? Ah, peut-être, on sait pas, le suspense est insoutenable, évidemment que si, mais on n'est pas complètement là pour ça non plus, de la même manière qu'il faut pas s'attendre à une critique acerbe de l'industrie musicale, de l'instrumentalisation des fans, du merchandising, de la surconsommation de produits ou alors de la toute-puissance des agents sur... Non, absolument pas, on n'est pas là pour ça, on est là pour avoir un divertissement solide et qui tient la route, et c'est vraiment complètement ce que c'est. Ça ne fait pas plus que ça, mais quand même, je peux vous dire que quand je me retrouve 3-4 jours plus tard à lancer sur Spotify la BO et à écouter l'album en boucle, alors que vraiment la K-pop et moi ça fait 12, c'est quelque part le film, il a rempli son office, et vraiment je peux pas décemment le critiquer ou vous dire que ça ne vaut pas le coup. C'est vraiment un film qui a une cible, mais on sait jamais, ça peut aussi très bien être la vôtre, comme ça a été de manière assez surprenante la mienne. Je peux vous le dire que je l'ai vu samedi soir à la place de subir la fête de la musique par 37 degrés dehors, et c'était très bien comme ça. Allez, dernière chose avant de se quitter, avec un petit point calendrier. Là encore, une fois n'est pas coutume, mais c'est parce que c'est nouveau, ça vient de sortir. On l'attendait puisque le film avait eu le droit à ses dates, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Princesse Mononoke va ressortir en salle chez nous dans des versions restaurées, et on y aura le droit le 27 août en IMAX dans les salles équipées. Si vous avez la chance de découvrir ça en IMAX, franchement, foncez. Moi, c'est un film que je n'ai jamais vu au cinéma et j'ai hâte, vraiment. Et si vous n'avez pas de salle IMAX près de chez vous, pas de panique, puisqu'il ressort aussi le 10 septembre dans une version 4K restaurée. Et là, je crois que le rendez-vous est pris pour un futur épisode d'Animedia. Est-ce qu'on ne se ferait pas la rentrée début septembre en parlant de Princesse Mononoke, qui est, je le sais, un Ghibli, un Miyazaki, adulé par toute une frange de fans. Et ça va être intéressant parce que je n'en fais pas partie de ces fans-là. Et je pense que l'idée, c'est d'inviter quelqu'un pour confronter notre avis là-dessus. Mais d'abord, bien évidemment, comptez sur moi quand même si j'apprécie moyennement le film, pour foncer le voir et le découvrir en salle. Ça y est, on arrive enfin au bout de cet épisode d'Animedia. Merci de l'avoir écouté. Dites-moi tout simplement si l'exercice vous plaît. C'est la première fois que je vous propose comme ça une interview de réalisateur. J'en ai d'autres dans les cartons, mais je prends vos avis dès maintenant sur celle-ci. Et pour ça, quoi de mieux que me laisser un commentaire sur les plateformes de podcast, sur la plateforme d'écoute de votre choix. Abonnez-vous, laissez-moi des étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, ce que vous voulez. Et puis, on peut aussi en discuter directement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Blue Sky @Animedia-podcast. On se retrouve très vite pour parler d'un petit film Pixar qui est sorti aussi ce mois-ci et qui est en train de se bananer malheureusement au box-office. Ce sera Elio. Je ne sais pas encore si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais comptez sur moi pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, hydratez-vous, c'est très important. Faites attention à vous et faites attention à vos proches par les temps qui courent. À la prochaine, ciao! Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais, je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon.